Cette causerie du 12 septembre 2013 à la question de la prévision en astrologie, et notamment en astrologie mondiale, et aussi à la question des échecs prévisionnels qui affectent la plupart des astrologues, qui d'ailleurs, de ce fait, préfèrent étudier les événements après coup. Parfois d'ailleurs, il semble que l'astrologie, loin de favoriser la prévision, l'affecte. Et les échecs prévisionnels qui sont quasiment réservés aux astrologues. Et que les gens normaux, enfin, qui n'ont pas le bagage astrologique, n'auraient pas connu. Donc peut-être que parfois l'astrologie peut servir à mieux prévoir, à mieux voir venir les choses, mais dans bien des cas, elle peut empêcher de voir ce qui se passe, parce qu'on va regarder les choses avec l'écran, à cause d'un écran, par un écran. Un écran qui va fausser la perception, ou qui va en quelque sorte la neutraliser, la paralyser. Inversement, d'ailleurs, on peut prévoir correctement avec de mauvais outils astrologiques qui vont être compensés précisément par une certaine faculté à prévoir. Et inversement, effectivement, de bons outils astrologiques peuvent être entachés d'erreurs du fait d'une application dépassant les capacités des 10 outils. Et c'est un peu à cela que je voulais en venir ce soir, ce jeudi 12 septembre 2013. Qui est d'ailleurs à la veille, dans la religion juive, à la veille cette année de Kippour, en disant que il vaut mieux utiliser un petit nombre de configurations astrologiques. Car ce petit nombre même va nous protéger contre l'excitation de parvenir à une certaine précision. Comme vous savez, en astrocyclologie, nous utilisons un très petit nombre d'outils, au scandale de beaucoup d'astrologues d'ailleurs. Mais l'avantage, c'est que comme ce sont toujours les mêmes outils qui reviennent, toujours les mêmes modèles qui reviennent, parce que nous n'utilisons ni le thème astral, ni tous les cycles planétaires existants, c'est qu'on est contraint à une certaine humilité. En effet, si le cycle de 7 ans, par exemple, qui revient comme son nom l'indique tous les 7 ans, fait partie de nos outils, on ne peut pas s'imaginer que tous les 7 ans, il y a des choses absolument extraordinaires qui se produisent.
donc pas être tenté d'annoncer un événement majeur, gravissime, à tout bout de champ. D'autant plus que le cycle de 7 ans est donc relativement courant et banal. A contrario, si on utilise des cycles plus complexes, plus longs, plus rares, eh bien, on va être tenté, cette fois, de considérer que cela désignera, lorsqu'une configuration majeure se constitue, que cela désignera un événement considérable. Et cela, ça peut être la source de beaucoup d'erreurs et de méprise. J'ai pensé il y a quelques années à quelqu'un qui disait oui, cette configuration correspondant à cet événement-là est extrêmement rare, il y a une configuration qui comporte ceci, cela, donc forcément l'événement auquel ça correspond sur le plan humain et social doit être également tout à fait unique dans son genre. Et oui, le genre de dérive que peut provoquer l'utilisation de cycles lents, de planètes lentes, de planètes transsaturniennes. Et ça s'aggrave en plus par l'absence d'orbes, qui est liée aussi à la multiplicité même des cycles. Comme il y a beaucoup de cycles, ben, on est obligé d'accorder aussi peu d'orbes que possible. D'ailleurs, il y a des astrologues comme Roger Hickey qui justement, du fait de la multiplicité des éléments, des facteurs qu'ils combinent, utilisent très peu d'orbes. Et donc, ça débouche sur des heures, sur des temps, des jours précis. Alors qu'on est donc très loin de toute forme de périodicité. Les configurations astrales ne sont plus là, à ce moment-là, pour déterminer des périodes, mais pour déterminer des moments. Donc là, il y a une évolution tout à fait intéressante de l'astrologie. Alors, on nous dira, oui, effectivement, vous avez un cycle de 7 ans qui revient constamment. C'est pas aussi intéressant que d'utiliser des cycles longs qui permettent de couvrir des périodes historiques très, très larges, très amples, et donc de dialoguer avec l'histoire, avec les historiens, sur des siècles, sur des millénaires peut-être même. Vraiment quand on pense aux ères précessionnelles. Je crois que c'est un faux débat. Comme je l'ai rappelé récemment dans différents écrits qu'on peut trouver sur Internet, et notamment sur Facebook, il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est-à-dire que il y a énormément de tentatives de faire des choses, mais toutes n'aboutissent pas. Et même pour qu'elles aboutissent, c'est presque l'exception. Donc ce qui intéresse l'astrologie, ce n'est pas l'aboutissement, parce qu'à ce moment-là, elle se suicide. C'est plutôt le commencement. L'astrologie n'est pas une science de ce qui va arriver, au sens d'arriver, c'est-à-dire de se terminer, de s'achever. Parce que le mot arriver veut dire ça, en français. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est-à-dire comment ça se passe, comment ça s'est passé, et qu'est-ce que ça a donné, au bout du compte. J'aime assez la notion d'avortement, à la limite. Un processus a été lancé, mais il y a eu des obstructions, il y a eu des obstacles. Il a avorté
comme diraient les Américains, abort, c'est-à-dire arrêter les frais, on stoppe l'opération. Abort, c'est un peu l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Quelque chose est enclenché, mais ça ne va pas jusqu'au bout, ça s'arrête avant, ça s'arrête plus tôt, ça s'arrête trop tôt. Le compte à rebours ne laisse pas assez de temps pour que les choses s'accomplissent jusqu'à leur terme. Ce qui est d'ailleurs probablement préférable jusqu'à un certain point. J'ai toujours pensé que la durée relativement brève des périodes constitue un garde-fou. C'est-à-dire que ça limitait les dégâts vu que le temps imparti était relativement court. Je crois que c'est un très bon argument contre la notion de périodicité de 10, 20, 30 ans, qui fait plus ou moins peur finalement. Moi je préfère des périodes non même pas de 7 ans, puisque le cycle de 7 ans comporte ses propres contradictions, mais des périodes de 3-4 ans, disons. Et au bout de 3-4 ans, si on n'est pas allé suffisamment loin, on ne va pas plus loin et les choses s'arrêtent, où elles en sont, en tout cas, ne se poursuivent pas indéfiniment. Et il faudra réessayer une autre fois, il faudra recommencer, etc. etc. Donc, quand on lui dit, voilà, les choses sont passées en telle année, je prends évidemment le cas de 1989, est-ce que c'est la première fois qu'effectivement l'Empire soviétique, les satellites de l'Empire soviétique ont été sur la sellette, ont été menacés? Probablement pas. On se souvient de l'affaire de Hongrie en 1956, de l'affaire de Prague en 1968, et il y en a d'autres qu'on connaît plus ou moins bien d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas se limiter à ce qui est le plus connu. Il peut y avoir eu des tentatives qui ont avorté plus rapidement, mais qui n'en ont pas moins existé, qui à un moment donné n'en avaient pas moins une certaine potentialité, une certaine virtualité de nuisance ou de construction. Mais ça en est resté là. Donc il ne faut pas être complexé parce que l'on se sert d'un cycle court, comme si ça ne permettait pas de suivre le cours des choses. Et quand bien même on nous parlerait de périodes longues, comme aiment parfois le faire les historiens, eh bien, ce sont là des constructions, ce sont là des artefacts qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence, tout comme des notions comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale sont aussi des constructions intellectuelles qui n'ont qu'une valeur très relative, parce que de toute façon, ce sont des notions qui ne sont pas universelles, en tout cas dans la diachronie, dans le temps. Donc méfions-nous de toutes les notions qui seraient trop modernes, trop actuelles, et qui ne correspondraient pas à une vérité en quelque sorte éternelle de l'humanité. Une des vérités, c'est bien évidemment le fait qu'alternativement, nous construisons, nous unissons, nous faisons se rejoindre les choses, ou inversement, à des moments critiques, des moments de faille, de faillite, eh bien, à ce moment-là, le processus avorte et se dévoie, et effectivement, ça conduit à ce qu'on appelle la période B, une période où la dynamique est plus ou moins cassée, et où les divergences se multiplient
augmente indéfiniment. Parce qu'il n'y a plus la volonté de rassembler, de réunir, de concentrer. La volonté, l'énergie, enfin bon, peu importe. Donc, pourquoi un empire perdure-t-il pendant des siècles, ou au contraire, comme celui de Napoléon, ne dure que quelques années? Je ne pense pas que l'astrologie puisse répondre à cette question. La réponse, c'est que il y a des échéances qui se succèdent et qui sont des menaces, qui sont des risques, mais qui peuvent être jugulés ou pas, sur lesquels on peut être vigilant ou pas. Et voilà. Donc ça, c'est la liberté humaine, c'est la responsabilité humaine de faire que les choses durent, perdurent ou pas. Ça n'est pas de l'ordre de l'astrologie de décider que tel phénomène va durer 300 ans, 400 ans, etc. Non. Il n'y a pas de certitude. Tout comme on ne sait pas exactement combien de temps on va vivre. Il peut y avoir un incident qui fera que le cours des choses sera interrompu. Cela dit, pour revenir à la question initiale, il est clair que une connaissance du terrain, une connaissance approfondie des choses qui se passent dans un certain endroit, peut aider à préciser la prévision, certainement. Faut-il être bien informé au fait des choses, sinon on passe à côté. Alors que d'autres personnes qui n'avaient pas les mêmes outils astrologiques avaient très bien vu ce qui allait se passer. Je pense par exemple au retour du général de Gaulle. Il y a des astrologues qui n'ont pas vu dans les astralités des uns et des autres l'arrivée du général de Gaulle comme président du Conseil, puis comme président de la République, alors que c'était quelque chose qui allait se produire dans les jours qui suivaient. Alors quand on nous dit que un tel a prévu 36 ans à l'avance qu'il allait se passer quelque chose en 1989, m'excuserai, mais là, moi j'ai tendance à disjoncter. À disjoncter parce qu'effectivement, ça n'a pas de sens. L'URSS aurait très bien pu, et même le camp communiste en général, aurait très bien pu se démanteler, se décomposer bien avant. Ou après. Pas certain, il n'était pas fatal que ça se passe en 1989. Ça aurait pu se produire bien plus tard ou bien plus tôt. Donc là, on ne doit pas non seulement expliquer, c'est ça le problème, c'est que à force de vouloir expliquer après coup certains événements, par certaines configurations, on est tenté ensuite de faire des prévisions trop précises, qui soient du même ordre que les explications après coup. Donc c'est une très mauvaise formation que d'étudier ce qui s'est passé après coup. Parce qu'on se dit ça c'est du concret, ça c'est vraiment produit, l'astrologie peut s'appuyer là-dessus. Non. Parce que tout ce qui s'est produit n'est pas forcément de l'ordre de l'astrologie. Et par conséquent, on va être tenté, on va être amené, on va être tenté d'expliquer astrologiquement, et effectivement, Dieu sait si avec l'astrologie, avec toutes les configurations, les maisons, les planètes, etc., on peut se dire qu'on en a les moyens. Mais c'est un piège. C'est un piège. La prévision est une école d'humilité. Et il vaut mieux apprendre à prévoir qu'à expliquer après coup les choses. Parce que quand on prévoit, on n'est pas tenté de dire des choses d'une très grande précision, parce qu'on ne les connaît pas, ces choses-là, et on n'a pas de certitude. Donc déjà, on va prendre un ton, une tonalité
beaucoup plus à profil bas. Quand on fait des prévisions, on a un profil bas. Cela dit, on peut apprendre à présenter les choses d'une certaine façon qui fasse que ça sert à quelque chose. On peut signaler certains types de phénomènes qui sont en train de se produire et qui vont s'accélérer, qui vont se poursuivre, sans en effet indiquer exactement comment ça va aboutir. Mais de fil en aiguille, on peut quand même arriver à une certaine précision, à condition, bien entendu, de bien connaître le sujet, de bien connaître le terrain. Et, si je veux parler par exemple de ce qui se passe en Corée, c'est pas parce que je suis astrologue et que je regarde un petit peu ce qui se passe en Corée que je vais être compétent. Il faut que je mette l'outil astrologique à ce moment-là dans les mains de spécialistes de la Corée. Et inversement, et c'est la même chose pour tous les sujets. Si je suis un astro-coréen, pour parler de la France, il faut quand même qu'il fasse attention. Autrement, on est dans les généralités, et c'est pas forcément ce qui touche à l'astrologie véritablement. À ce propos, je dirais qu'il faut quand même faire attention, quand on fait des prévisions, de ne pas employer un langage beaucoup trop vague, amphigorique, comme on dit, c'est-à-dire parce que moi, je vois des astrologues qui, aujourd'hui ou dans le passé, annonçaient des choses graves, Alors ça, c'est intéressant, des choses graves. Par opposition, je suppose, à des choses qui ne sont pas graves. Or, cette notion de gravité, je ne pense pas qu'elle soit très intéressante. On ne va pas dire il se passe des choses graves. On va vous demander, mais quel genre de choses se passe? Ah oui, ah mais oh non, là, il ne faut pas trop nous en demander, là, ça vient de la voyance, paraît-il. Sérieux, il y a quand même des problématiques que l'on peut mettre au cœur de l'astrologie, comme les notions que j'ai déjà évoquées de rassemblement ou de dispersion, aussi bien sur le plan des hommes que des idées d'ailleurs, aussi bien au niveau des sociétés que des personnes. Bon, ça c'est des choses qu'on peut observer, qui sont lisibles, qui sont visibles. Et c'est très important, cette notion de visibilité, elle est là. Elle est là, ça se voit par le fait qu'il y a de nouveaux États, par exemple, avec de nouvelles capitales, avec de nouveaux personnels politiques, ou au contraire, des fusions, des concentrations qui aboutissent à ce que les atlas, par exemple, changent d'apparence, comme on peut le voir, par exemple, à l'issue d'une guerre, il y a des changements territoriaux, avec des couleurs qui ne sont plus les mêmes, avec des expansions, etc. Comme par exemple, sous l'Empire, on avait des cartes géographiques avec tous les territoires qui dépendaient de la France, et ça changeait totalement, bien évidemment, la carte géographique de l'Europe. Et c'est la même chose à l'époque de Hitler ou qui que ce soit. Bon, donc effectivement, on est dans la visibilité des changements, suppression des frontières, ou au contraire, augmentation du nombre de frontières, augmentation du nombre de pays, d'États, et également sur le plan cosmique, évidemment aussi une visibilité qui doit être notamment au niveau du fait que la planète doit être visible et que la conjonction qui est au cœur du système doit être visible, c'est-à-dire que l'autre astre avec lequel la planète s'associe soit également visible, c'est-à-dire qu'il ait une corporéité et pas que ce soit une abstraction virtuelle, une projection mathématique du point vernal, du solstice, de l'équinoxe, et tout ce qu'on voudra. Sans parler des subdivisions des 4 saisons en 12 signes. Alors là, c'est encore pire. Alors là, on est complètement dans le fantastique. Et donc, il y a en effet des choses, c'est là qu'il faut avoir l'œil. Une fois qu'on a été un petit peu plus précis dans les définitions, il faut regarder autour de soi et dire qu'est-ce qui est en train de se passer,
quelle situation se trouve actuellement? Où en est-on dans le cycle? Tout ça, ça s'apprend. Ce n'est pas l'étude de la carte du ciel, mais ça s'apprend. Ce sont des vraies connaissances qu'on peut acquérir, qu'on peut développer, qu'on peut affiner. Là, l'astrologue peut être compétent. En tout cas, il peut être un conseiller qui peut discuter avec d'autres personnes qui connaissent le sujet à leur façon, et on peut trouver un terrain d'entente. Il a une expertise, mais pas une expertise tout seul. Une expertise qui se combine avec d'autres expertises, qui sont liées à d'autres personnes, à moins qu'il ait lui-même plusieurs expertises, ce qui est assez rare, mais qui n'est pas impossible. En toute cause, un astrologue ne peut pas tout savoir sur tout. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir le thème astral ou un cycle quelconque qu'il va être pertinent sur tout. Non, il faut que cette structure qu'il apporte, elle se nourrisse d'informations, de données récoltées sur le terrain et apportées par les personnes compétentes. Alors, si on ne fait pas ça, si on ne prend pas la peine de préciser la prévision, eh bien à ce moment-là, on dit une chose et son contraire. Si je ne précise pas, ça veut dire que ça peut être aussi bien un démantèlement qu'un renforcement. Ce qui est un peu ce qui se produit pour 1989. André Barbeau ne précise pas de quoi il s'agit. Alors si on ne précise pas de quoi il s'agit, on ne peut pas avoir tort, parce qu'il va s'agir forcément de quelque chose. Bon, évidemment, il faut reconnaître que ce n'est pas tous les jours qu'il y a un événement aussi important que ce qui s'est passé effectivement en 89. Donc là, il y a eu effectivement un concours de circonstances qui nous interpelle. Et dont j'ai parlé d'ailleurs à différentes reprises. Effectivement, en 1989, il a dû y avoir tout de même, vu que ça correspond à un type d'événement qui est tout à fait typique de ce que nous étudions en astrologie, il y a dû y avoir quelque chose dans le ciel, un signal dans le ciel qui a eu cet impact quelque part. Pas forcément que ça aboutisse au résultat que l'on connaît, mais en tout cas qu'il y ait eu des manifestations, des velléités, des tentatives, des entreprises qui allaient dans le sens, effectivement, d'une dislocation au sens babélique du terme, c'est-à-dire d'une multiplication des clivages, de l'émergence de cloisonnements qui avaient été un petit peu refoulés depuis pas mal de temps. Pas mal d'années, même parfois de quelques décennies. Donc, effectivement, mais de là à dire que c'est le cycle, c'est la conjonction Saturne-Neptune qui a provoqué ce phénomène-là, de là à dire que, comme cette conjonction ne se produit que tous les 36 ans, c'est donc un événement qui devait effectivement être aussi marquant que 72 ans plus tôt, la Révolution d'octobre, pour ne pas parler de la mort de Staline en 1953, qui est un événement qui a certainement eu beaucoup d'effets, mais qui est un événement, je dirais, aléatoire en lui-même, dont l'astrologie n'a pas forcément à rendre compte. On retombe dans la fameuse question de savoir, d'éliminer de l'astrologie ce qui n'est pas de l'ordre des causes astrologiques. Alors les effets, les conséquences, ça c'est pas l'astrologie. Les conséquences ultimes d'un processus qui est engagé, ça n'est pas de l'astrologie. Et ça explique pourquoi, en effet, il y a un grand nombre de cycles, un grand nombre de moments où les choses peuvent se passer et qui ne débouchent pas forcément sur des choses majeures. Et quand c'est une chose majeure, la configuration n'est pas différente des cas où ça n'est pas comme ça. Donc il faut être très humble à ce niveau-là. En 1989, on constate qu'il y a effectivement ce qu'on appelle la période B du cycle de Saturne. Je
j'ouvre mes éphémérides, n'est-ce pas, je regarde pour le mois de décembre 89, par exemple, on parle beaucoup de ce mois de décembre, avec Ceausescu, etc. Je me souviens très bien, parce que je vivais à l'époque avec une jeune roumaine, alors donc je savais très bien de quoi il s'agit. Eh bien, donc Saturne est à une dizaine de degrés, enfin, oui, à peu près à 15 degrés, 14-15 degrés du Capricorne. Nous sommes effectivement dans cette période un petit peu intermédiaire, qui n'est ni la période qui suit la conjonction qui s'est produite, là en l'occurrence, au début du Sagittaire avec Antares, ni n'est déjà proche de la conjonction suivante avec Fomalo au début des Poissons. Donc, période ça, intermédiaire de flottement qui correspond assez bien à ce qui s'est passé probablement dans la tête des dirigeants communistes, à commencer par Gorbatchev, etc. C'est-à-dire une période où la capacité à contenir les choses, à les rassembler, à les maintenir ensemble, est affaiblie, est entachée de problèmes. Le leader n'a plus l'énergie, la vista, n'a plus la capacité de tout maintenir ensemble, et donc les choses lui échappent, qui trop embrasse, mal étreint. Ben voilà. En phase B, avec Saturne au milieu du Capricorne, ou ce serait pareil si c'était au milieu du Cancer, de la Balance ou du Bélier, eh bien, ça fout le camp. C'est des forces centrifuges qui l'emportent. Donc effectivement, c'est ça qui a joué. Et c'est pas le cycle, c'est pas la conjonction Saturne-Neptune. Alors il y a une coïncidence, bah oui, une coïncidence. Une bonne ou heureuse ou malheureuse coïncidence, ça on n'en sait rien. Parce que des prévisions qui se réalisent, mais pour de fausses raisons, peuvent engager durablement sur de fausses pistes. Donc on peut dire qu'on aurait peut-être préféré qu'il n'y ait pas cette coïncidence, que ce serait éviter à l'astrologie mondiale notamment de perdre beaucoup de temps. Je vous rappelle quand même que 89, c'était quand même il y a déjà un quart de siècle. Donc ça n'arrange pas la possibilité, avec un tel succès, ça n'arrange pas la possibilité de réformer l'astrologie mondiale et de lui donner de nouveaux outils. Donc, bien évidemment, avec tous ces cycles qui se produisent, qui se succèdent, qui s'entrecroisent, il est évident que de temps en temps, ça marche, puisque ça va coïncider avec quelque chose qui a lieu par ailleurs. La bonne astrologie va, dans certains cas, valider la mauvaise astrologie. C'est-à-dire qu'effectivement... alors il faut trouver des solutions pour montrer que ce n'est pas la bonne formule, que ce n'est pas ça qui a joué, qu'il y a une coïncidence, mais que ce n'est pas ça qui a joué. Et pour le montrer, eh bien, il faut développer des méthodes particulières, ou montrer aussi que la fameuse configuration qui est censée avoir joué, au fond, elle a peut-être joué là, mais elle n'a pas joué ailleurs, et que par conséquent, parce que c'est ça le problème, en fin de compte. Quand un événement a lieu, on peut mettre ça sur le compte de n'importe quoi qui se présente à ce moment-là. Pour certains, c'est extrêmement simple, tout joue. Tout ce qui se passe à ce moment-là joue. Donc là, il n'y a pas de problème. Bon. Et d'ailleurs, c'est presque un postulat implicite chez les astrologues, n'est-ce pas? Que tout ce qui se produit explique dans les détails, au fond, ce qui s'est passé. Donc certains vous diront, non, il n'y a pas que le cycle Saturne-Neptune, il y a eu ceci et cela également dans le thème, c'est-à-dire dans la carte du ciel du moment, et c'est tout cela qui explique pourquoi les choses sont passées comme ça. Donc on va encore beaucoup plus loin.
on a un super modèle qui va être complètement particulier, ce qui est d'ailleurs un peu contradictoire. Un modèle particulier, c'est un peu spécial. Un modèle qui va expliquer pourquoi les choses vraiment devaient produire comme ça, et comment on aurait pu le savoir déjà, même pas 36 ans, 72 ans, 1000 ans à l'avance. Hein, bon. Voilà où on en est. Hein. Voilà, bon. Donc effectivement, il y a quand même de quoi s'inquiéter. La raison voudrait déjà que l'on regardât une série de dates et qu'on vit, qu'on observa, qu'on vérifia qu'il y avait la même configuration qui revenait, qui permettrait de relativiser le rôle des autres facteurs. Ptolémée lui-même, d'ailleurs, dans la Tétrabible, il dit clairement, n'est-ce pas, que qu'il ne faut pas s'exciter sur l'astrologie individuelle. Il le dit à plusieurs reprises dans différents prologues, puisque chacun des 4 livres de la Tétrabible comporte un prologue. Il dit, par exemple, dans le prologue du livre 3, j'utilise la traduction de Nicolas Bourdin qui est de 1640, vu que nous avons jusqu'ici traité de la considération des événements généraux, laquelle est estimée la plus forte et doit précéder celle qui concerne les particulières natures des hommes, dont nous appelons les prédictions génétliaques, dont savoir que quand l'une est en l'autre, il faut y apporter la même considération, tant des mouvements que des effets. Car pour tous les hommes, la cause des événements généraux et des particuliers, etc., et le mouvement des planètes, etc. Mais il faut toujours se souvenir que les causes générales, ajoute-t-il, sont plus fortes que les particulières. Et au prologue du livre 2, si je ne m'abuse, il dit à peu près la même chose. Prologue du livre 2. Or, vu qu'il y a 2 principales parties des prédictions astronomiques, l'une universelle qui enseigne les qualités des pays, des peuples ou des villes, l'autre particulière qui regarde les fortunes de chaque homme, il faut premièrement parler de l'universel, parce que les événements des régions entières sont mus par de plus grandes et de plus fortes causes que les événements particuliers des hommes. Puisque donc les plus faibles natures sont assujetties aux plus puissantes, et les particulières aux universelles, il est nécessaire de parler d'abord des universels si nous voulons entrer en considération des particulières. Donc il se répète. Eh bien, aujourd'hui, ces propos ne sont pas évidents. Pour beaucoup d'astrologues, ils disent « Moi, l'astrologie mondiale, vous savez, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ma tasse de thé. On peut s'en passer. » Mais non, on ne peut pas s'en passer. Nous sommes tous concernés par l'astrologie mondiale parce que l'astrologie mondiale, elle nous parle de l'humanité dans son ensemble, et nous sommes également des êtres humains. Anatomiquement, biologiquement, nous sommes des êtres humains et nous avons un destin commun. Par-delà le destin particulier, qui n'est pas forcément de l'ordre de l'astrologie d'ailleurs, en tout cas nous avons un destin commun, nous avons des cycles communs, et c'est de cela que prioritairement l'astrologie doit s'occuper. C'est pour ça que tout ce qui est particulier, les événements particuliers, les personnalités, les individualités, tout cela sort du champ de l'astrologie jusqu'à un certain point. À ce propos, il y a la question de la typologie. C'est-à-dire, est-ce que nous recevons tous les signaux, nous captons tous les signaux, les uns et les autres, qui sont dans le cosmos. Sur ce point, je crois que j'ai répondu clairement que non, pas forcément. Je pense qu'il y a vraiment très peu de gens qui sont réceptifs et qui sont capables de décrypter les signes cosmiques. Alors, ça complique les choses ou ça les simplifie. Mais le raisonnement que je tiens, il est assez simple à suivre.
puisque en période de conjonction, il y a un phénomène de concentration, un phénomène de rassemblement, ça veut dire que le nombre de centres est faible. Et donc par conséquent, il vaut mieux qu'il y ait peu de gens qui soient des centres. Si tout le monde est un centre, il n'y a pas de centre. Donc l'idée sur laquelle il y aurait un petit nombre de personnes qui captent ces énergies et qui en sont porteurs, porteuses, n'est pas si absurde que cela. Alors, on touche à des sujets bien entendu assez complexes, de savoir quelles sont les populations qui sont destinées à véhiculer, à convoyer ces énergies, mais qui ne sont pas en fin de compte des énergies que nous recevons du ciel. Ce sont des signaux qui nous déclenchent, qui déclenchent en nous des énergies. Et ce sont des signaux qui ne sont pas cosmiques au sens strict du terme, qui sont des signaux que les hommes ont projetés sur le cosmos et auxquels ils réagissent, un peu comme si je détermine par exemple que tel signal veut dire ça, et bien quand je donne ce signal, pour prendre le langage sont des signaux. Bon, ben, si quelqu'un est initié à un certain langage, à une certaine langue, ben, il réagira à ces signaux, et s'il ne connaît pas cette langue, ben, il ne réagira pas. Si je dis attention, danger à un Chinois qui ne connaît pas le français, ça ne va pas tellement le faire bouger ou l'arrêter. Donc il faut qu'il y ait un récepteur intelligent qui comprenne ce qui se passe. Et là, apparemment, tout le monde n'est pas capable de décrypter ce qui se passe dans le cosmos. Et c'est heureux. Mais en même temps, on comprend que l'idée d'un thème astral pour tout le monde est une idée aberrante de ce point de vue-là. Elle est aberrante, mais elle correspond effectivement au moment de la dégradation de cette énergie. Parce que plus l'énergie conjonctionnelle cosmique se dégrade, au fur et à mesure que Saturne s'éloigne, se sépare, comme on dit en astrologie, de ce point de conjonctionnel, de cette étoile en l'occurrence, et plus il va y avoir une multiplication du nombre d'acteurs, puisqu'on est dans une phénomène de diversification, de pluralisme. Et donc, par conséquent, à la limite, au bout d'un certain temps, tout le monde sera acteur. Et donc, si tout le monde est acteur, pourquoi tout le monde n'aurait-il pas son thème? Donc, effectivement, il y a l'astrologie il y a une astrologie de la conjonctionnalité, qui est une astrologie pour quelques-uns, et l'astrologie de la disjonctionnalité, qui est celle du thème astral individuel, en période B, en période de chute, d'exil de l'énergie, pour employer une expression astrologique. Alors, comme je l'ai écrit dans un certain texte, j'ai dit, bon, bah, peut-être que les astrologues ont vocation éventuellement à déterminer si leur client fait partie de cette élite ou pas, et à effectivement décerner une sorte de diplôme ou de certificat qui est quand même très utile, parce que si la personne fait partie de cette élite, ça peut lui ouvrir quand même pas mal de portes. Alors comment fait-on pour déterminer si une personne a ce profil du personnage, du héros conjonctionnel, du héros qui va se réveiller, non pas lors de la conjonction, mais à l'approche de la conjonction, n'est-ce pas? À l'approche, c'est-à-dire, si la conjonction, par exemple, a lieu au début des poissons, comme par exemple pour Fomalo bientôt, eh bien, qui est donc au début des poissons, bah, écoutez, on peut dire que à la fin du Verseau, là on est je dis des bêtises, là on va vers Antares, et puis Antares on ira vers Fomalo. Donc actuellement, on se rapproche lentement du début du Sagittaire, on n'en est qu'encore très loin, et effectivement, lorsqu'on arrivera vers les 20 degrés ou 15 degrés du Scorpion, eh bien, on sera dans ce qu'on appelle un aspect approchant de la conjonction. Donc, effectivement, par exemple, nous sommes actuellement déjà quand même au mois de septembre 2013. Et donc Saturne, il est déjà quand même bien engagé en Scorpion, mais enfin, il est quand même encore dans le premier décan du Scorpion. Bon. Donc on est encore dans la phase B, dans une phase où il n'y a pas encore eu une véritable
reprise en main de les valeurs conjonctionnelles, mais on ne sait pas. Il peut y avoir des personnalités qui sont particulièrement sensibles et qui peuvent se déclencher, se réveiller, se lever plutôt que les autres, et donc par conséquent capter les énergies conjonctionnelles dès le milieu du Scorpion, par exemple, ou dès le milieu du Verseau, ou du Taureau, ou du Lion. Pourquoi pas? C'est fonction des capteurs. Donc, si on a un capteur extrêmement fin, un récepteur extrêmement fin, et bien, évidemment, il captera de plus loin et avec plus d'intensité que s'il n'est pas très fin. Donc, il n'y a pas de cloisonnement comme ça. Les choses suivent un processus. Et alors, à ce sujet, je dirais qu'il est évident que l'astrologue de dire si on est au commencement d'un processus quand même de 3-4 ans de rassemblement qui commence donc à l'approche de la conjonction et qui se poursuivra nettement après la conjonction. Est-ce qu'on est avant la conjonction, après la conjonction? C'est déjà un point important. Est-ce qu'on a encore le temps de faire que les choses se fassent, ou est-ce qu'on est déjà en retard et les choses déjà, il faut se presser parce qu'après on va tomber dans une phase B, etc. etc. Donc c'est très utile. Moi je suis pour l'économie de moyens. Je pense que c'est pas la peine d'avoir d'énormes moyens pour marquer des points stratégiquement. Je pense qu'effectivement, une astrologie sûre de son fait avec les moyens qui sont les siens, et qui sont limités mais bien maîtrisés, et dont elles connaissent effectivement les applications possibles, elle peut jouer sa carte et elle peut s'intégrer, elle peut se désenclaver, ou être réintégrée au sein des disciplines, de toutes sortes de disciplines d'ailleurs, pas évidemment les sciences dures, avec lesquelles elle n'a pas grand-chose à faire, même avec l'astronomie d'ailleurs, mais avec la biologie, mais avec la sociologie, mais avec l'histoire, mais avec la linguistique, enfin tout le champ de ce que j'ai appelé d'ailleurs les sciences de l'esprit. Les sciences de l'esprit, pourquoi les sciences de l'esprit? Parce que ce sont des phénomènes que les hommes eux-mêmes ont institués et ont élaborés. Alors que les sciences dures parlent de choses qui sont déjà instituées, des objets qui ne dépendent pas de la créativité humaine. Donc science de l'esprit au sens de science de l'intelligence humaine, science du génie humain. Alors, on peut jouer sur le mot esprit, spiritualité, etc. Mais enfin, c'est dans ce sens-là que je l'entends. Et l'astrologie, à ce stade, elle n'est pas seule. C'est un artefact, c'est une construction que les hommes ont mis en place à partir de notions astronomiques très précises et très limitées, mais suffisantes, et au même titre que, effectivement, le droit, les langues, les lois, tout un ensemble de phénomènes sociaux qui ont été également inventés et instaurés par les hommes et dont les hommes actuellement sont tributaires, hein, finalement. Ils sont tributaires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en changer tous les jours. Ce n'est pas parce que, en effet, quelque chose a été inventé par les hommes que les hommes peuvent changer cette chose-là. Ça, il y a des astrologues qui l'imaginent, qui s'imaginent que, voilà, même si on admet que, en effet, les astres ont été codifiés, décodés par nous, eh bien, nous, si aujourd'hui on trouve de nouvelles planètes, nous, si aujourd'hui on apporte telle et telle notion, eh bien, pourquoi pas? Ça vient s'ajouter. Moi, je réponds non, pas du tout. Pas du tout. C'est malheureux à dire. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place, s'instaurent, s'incrustent dans notre ADN, dans notre inconscient collectif, tout ce qu'on voudra. Et il n'est pas question, en plus, d'introduire des données invisibles à l'œil nu, que donc notre corps ne perçoit pas, même s'il ne le perçoit que subconsciemment, il faut quand même que ce soit visible. Je ne vois pas un subconscient utilisant les télescopes,
Donc, il ne faut pas exagérer tout de même. Voilà, effectivement, il y a des phénomènes qui se produisent, mais il faut qu'ils soient véhiculés par les personnes adéquates. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, on arrive à une certaine classification avec des prêtres, en quelque sorte, des intermédiaires, qui pourraient aussi être les dynasties, les filiations. Il y a quand même dans notre société toute une religion de la filiation, dynastie royale, dynastie religieuse, chez les juifs par exemple, qui renvoie peut-être à quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire d'une élite, d'un peuple élu qui aurait une fonction d'intermédiaire entre le haut et le bas qui lui serait dévolue. Et puis à l'opposé, il y aurait en effet le monde du B qui serait constitué du vulgum pecus avec des gens qui seraient entraînés par les premiers. Ils ne recevraient pas directement ces forces-là, mais en pratique, ça reviendrait au même. Puisqu'en pratique, les événements les entraîneraient aussi. Ils seraient eux-mêmes engagés dans le processus. Donc de l'extérieur, on pourrait penser qu'ils sont également marqués par ces influences, mais ils ne le sont qu'indirectement, ils ne le sont que par ricochet. Donc l'astrocyclologie ne prétend pas que les astres agissent sur tout le monde. Alors on ne sait pas comment, on découvrira peut-être un jour qu'il y a des facultés neurologiques particulières qui font que il y a une faculté à capter des signaux qui est remarquable. Je pense que ça se fera. Mais, n'est-ce pas, je voudrais dire aussi, parce qu'on va bientôt terminer cette émission, je voudrais dire aussi que l'approche individuelle conduit à des impasses. Par exemple, ce que je viens de dire sur le fait que les sociétés se décomposent ou se reconstituent, etc., ça ne veut rien dire au niveau d'un individu. Donc l'individu n'est pas l'objet, n'est pas le sujet de l'astrologie. Le sujet de l'astrologie, ce sont les sociétés, qui elles sont prises par ces mouvements centripètes et centrifuges. Au niveau d'un individu, on a effectivement un langage du type, oui, ça va être favorable, défavorable, mais il n'y a pas toute cette dynamique. Alors évidemment, on pourrait parler de conflits intérieurs ou d'équilibre intérieur ou je ne sais quoi, mais bon, soyons sérieux, en tout cas, ce sont des choses qui sont beaucoup plus intériorisées, effectivement, de dire, beaucoup plus personnelles, sur lesquelles on ne peut pas vraiment tabler. Alors, ça a été finalement la tentation d'André Barbeau de passer de l'astrologie mondiale à l'astrologie psychanalytique et dire que les mêmes conflictualités qui pouvaient s'observer sur le plan collectif pouvaient être envisagées et imaginées sur le plan de l'intériorité. Mais inversement, ça n'a pas aidé puisque il a plutôt projeté des pratiques de consultation individuelle sur l'astrologie mondiale en utilisant un vocabulaire beaucoup trop vague, du genre oui, il va y avoir un événement grave ou je sais pas quoi. Même son indice de concentration planétaire de 67, il nous dit quoi? Il nous dit, voilà, quand il y a une concentration des planètes dans une région relativement étroite du zodiaque, ça veut dire qu'il y a une grande tension, genre guerre mondiale, n'est-ce pas? Comme au début des années 82, 84, n'est-ce pas? On voit ce qu'on veut dire. Et puis, quand les planètes se sont réparties, sont distribuées dans l'ensemble du zodiaque, c'est la détente. Alors, donc tension, détente. Alors, moi, il me semble que ce n'est pas suffisant comme vocabulaire, même si le mot détente était à la mode à une certaine époque. Il vaut mieux parler de... Alors c'est beaucoup plus en rapport avec
il vaut mieux parler de concentration et de déconcentration qui peuvent d'ailleurs se produire dans des centres sans forcément beaucoup de sang. 1989 montre bien à quel point, et même 1960, quand l'Empire français s'est décomposé, il n'y a pas eu énormément de sang. Donc la notion de guerre n'est pas une notion pertinente, il faut dire les choses comme elles sont. Elle n'est pas pertinente. D'ailleurs, je crois qu'elle a été déconsidérée après ce qui s'est passé en 80. On n'est pas dans un problème de guerre. Le mot guerre n'est pas un mot qui est pertinent en astrologie. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut pas dire que ça ne peut pas déboucher sur une guerre, mais il n'y a absolument rien, mais rien qui puisse le faire dire par l'astrologie. Il y a un risque d'affrontement, risque de tension, peut-être, mais pas au-delà de ça. Les gens ont beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui est astrologique et ce qui ne l'est pas. Parce que c'est toujours ce qu'on a dit tout à l'heure, le problème de la rétrospective. Alors rétrospectivement, on prend le tout et on veut tout expliquer globalement. Ça, c'est pour ça que là, il y a un problème de pédagogie de l'astrologie qui est à revoir. Donc, nous avons un outil qui est en astrologie, mondiale ou pas d'ailleurs, c'est pareil, en fait, avec une même synchronicité non pas entre le haut et le bas, mais synchronicité du fait que des problématiques du même ordre peuvent se produire en même temps dans des parties du monde extrêmement différentes. Et ça me paraît très important. Si ça ne se produit que dans un seul endroit, c'est pas très concluant. Si ça se produit au même moment en Birmanie, en France, en Australie ou en Argentine, là, ça devient intéressant. Mais au même moment, pas forcément avec la même intensité. C'est pour ça que la notion d'analogie me paraît importante. Il faut quand même voir que c'est du même ordre. Voilà, c'est du même ordre. Mais en s'intéressant plus au processus qui se déclenche, qui commence, qui sont là, des processus qui sont très proches les uns des autres, qu'au niveau des implications et des conséquences qui peuvent être extrêmement diverses. Donc si je travaille au niveau des conséquences, je ne vais pas trouver d'analogie, je ne vais pas trouver de similitude. Si je travaille au niveau des causes, je vais en trouver beaucoup plus. Là aussi, il faut donc faire attention. Donc je crois, pour conclure cet entretien, cette causerie, entretien avec vous, on parlait aussi des entretiens de Mendès France et de Roosevelt avec le peuple, eh bien, je crois qu'on dispose désormais, à la veille d'une nouvelle conjonction, d'une nouvelle dynamique conjonctionnelle qui va prendre encore quelques mois, je pense qu'on... Parce que pour moi, quand même, l'avenir de l'astrologie, c'est aussi important. Hein. L'avenir de l'astrologie, c'est déterminera aussi l'avenir du monde, si on peut dire, enfin sans exagérer excessivement. Hein. C'est un enjeu essentiel. Si l'humanité ne maîtrise pas assez rapidement les vraies lois de l'astrologie, et pas les fausses lois de l'astrologie, comme celles qui sont actuellement en circulation, on va à la catastrophe, de toute façon. Pourquoi ? Parce que on va dans un monde de plus en plus puissant, avec des virtualités de plus en plus fortes, avec les machines qui sont de mieux en mieux organisées. Et si nous continuons à être des êtres qui ne savons pas exactement ce que nous sommes, ce que nous faisons, nous allons devenir complètement les esclaves des machines. On sera des sortes de touristes de luxe comme ça dans un monde mécanique. Donc il est bon, en fin de compte, paradoxalement, il est bon que l'astrologie nous dise justement ce qu'il y a de mécanique en nous, ce qu'il y a de structuré en nous, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette espèce de mismatch, de décalage entre nous et le monde des mathématiques, le monde de la technoscience. Rétablir l'astrologie, c'est aussi résorber le décalage entre l'humanité et le monde de la technoscience. C'est-à-dire toujours été quelque part le but affiché de l'astrologie, d'être le cheval de Troie de la technoscience au sein de l'humanité. Et c'est aussi ce que les astrologues, les premiers astrologues ont voulu faire. Ils ont voulu doter l'humanité d'une structure cosmique, d'une systématique cosmique,
qui lui servirait, qui sous-tendrait son travail, son histoire. Ils y sont d'ailleurs parvenus. Le drame, c'est qu'ils y sont parvenus, et donc nous vivons, comme M. Jourdain, selon l'astrologie sans le savoir, mais à côté, il y a une astrologie parasitaire qui brouille les cartes, qui brouille la perception des choses, et qui tient un discours qui est décalé par rapport à la réalité astrologique. Il y a une astrologie qui est décalée par rapport à l'astrologie. Il y a un jeu de mots là qui est important, c'est-à-dire que c'est comme en psychologie, la psychologie c'est l'étude de la psychologie, et donc l'astrologie c'est l'étude de l'astrologie. Donc il faudrait aussi faire attention, l'astrologie c'est une réalité qui est là, en nous, au cœur de l'humanité, mais ce qu'on appelle l'astrologie, c'est-à-dire le savoir astrologique, c'est autre chose. Et il est bon d'ajuster le savoir astrologique sur cette astrologie en tant que phénomène réel, alors qu'actuellement, nous sommes un peu à côté de nos pompes, et nous avons une astrologie qui est en nous, et qui ne correspond pas à l'astrologie qu'on nous propose, que les astrologues nous proposent. Donc effectivement, c'est cette anomalie qu'il va être bon de résorber. Alors je fais appel à tous les astrologues qui sont récalcitrants, qui résistent au progrès, qui résistent à la réforme, car il faut qu'ils aillent au-delà de leurs intérêts personnels, de leurs intérêts corporatifs, et qu'ils adhèrent à la nouvelle astrologie, qui est celle qui permettra à l'astrologie de jouer pleinement son rôle au cours du XXIe siècle.